Celui dont il va être question s'est beaucoup amusé, et il a beaucoup amusé les autres. Il s'appelle John Arbuthnot. Il n'est pas très célèbre, pourtant il a eu des amis qui, eux, l'étaient. Dans la bande de copains d'Arbuthnot, il y avait Alexander Pope, un des plus grands poètes anglais. Il a écrit une épitaphe magnifique pour Newton. Appréciez le style. Dieu dit que Newton soit, et la lumière fut. Il y avait aussi Jonathan Swift, qui avait exactement le même âge qu'Arbuthnot. Mais si, vous connaissez forcément les voyages de Gulliver. Eh bien, Arbuthnot est l'auteur d'un personnage aussi célèbre que Gulliver, John Bull, l'incarnation symbolique du Britannique. Quand Arbuthnot écrit l'histoire de John Bull, il s'agit d'une satire politique sur les relations diplomatiques européennes. En particulier, il se moque des querelles sans fin entre l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas et la France, notamment sur des questions commerciales. La loi est un puissant fin dont on donne un exemple dans le cas de Lord Strutt, John Bull, Nicholas Frog et Lewis Baboon, qui ont dépensé tout ce qu'ils avaient dans un procès. Lord Strutt, c'est le roi d'Espagne. John Bull, le peuple anglais. Vous vous attendriez à ce que Nicholas Frog soit français? Eh bien non, il est hollandais. Et le vieux Lewis Baboon, c'est Louis XIV. Arbuthnot, Swift et leur bande ont fondé le Scribble-Rus Club. Scribble-Rus, on pourrait traduire ça par scribouillardus. Et il s'agissait de se moquer de la tendance qu'avaient de nombreux auteurs à multiplier les citations latines pour produire au final des ouvrages aussi longs que creux. La liste de publications de ce Martinus Scribouillardus est censée comprendre un essai sur l'origine des sciences, écrit depuis les déserts de Nubie, une rhétorique ou l'art du naufrage en poésie, les effets merveilleux de la conjonction de Jupiter, Mars et Saturne. L'immortel essai sur l'origine des sciences démontre brillamment que cette origine se trouve chez les animaux. Les hommes tigres devraient instruire les héros, les hommes d'État et les savants. Les babouins enseigneraient la cérémonie et l'étiquette à la cour. Les singes enseigneraient l'art de plaire dans la conversation et l'art de faire des manières aux dames et à leurs amants. Les grands singes de moindre érudition formeraient les comédiens et les maîtres de danse. Mais distinguer chaque sorte et attribuer à chacun de ses fonctions, je laisserai cela au génie inquisiteur et pénétrant des jésuites. Voici une autre proposition pour imprimer un très curieux discours en 2 volumes sur l'art du mensonge politique. Curieusement, il ne semble pas que cette proposition ait abouti. Contrairement d'ailleurs à la suivante, qui est un essai sur l'utilité d'apprendre les mathématiques. Je suis content d'apprendre de vous que l'étude des mathématiques est encouragée parmi la jeunesse de votre université. J'espère que ça vous fait plaisir également. Arbuthnot n'a pas laissé passer l'émergence, pourtant timide, de la théorie des probabilités. Depuis un échange de lettres entre Pascal et Fermat à l'été 1654, puis la parution du petit traité de Huygens en latin sur le raisonnement des jeux de hasard en 1657, pas grand-chose ne s'était produit. Ce traité of the Laws of Chance sur les lois du hasard, publié anonymement en 1692, est le premier livre de probabilité en anglais. C'est pour l'essentiel une traduction du traité de Huygens, mais on y trouve aussi une préface et quelques remarques qui prouvent que l'auteur
dont on sait que c'était Arbuthnot, avait parfaitement compris les enjeux scientifiques de cette nouvelle théorie. Il est impossible pour un dé de force et de direction donné de ne pas tomber sur telle face déterminée. C'est seulement parce que je ne connais pas la force et la direction qui le font tomber sur telle face déterminée, et donc j'appelle hasard ce qui n'est qu'un manque de savoir. Ici, il faut comprendre le mot art au sens de savoir-faire, intention de faire. Chaque fois qu'on peut utiliser un raisonnement mathématique, ce serait folie d'en utiliser un autre, comme si vous vouliez attraper quelque chose dans le noir, alors que vous pouvez utiliser une chandelle. Toutes les politiques du monde ne sont rien de plus qu'une analyse des probabilités des différents événements qui peuvent se produire, et être un bon politique ne signifie rien de plus que d'être habile à ces calculs. C'était peut-être un peu hâtif, mais en tout cas, Arbuthnot avait bien compris que la nouvelle théorie des probabilités ne se limitait pas au jeu de hasard. Il avait aussi compris que le calcul des probabilités ne se limitait pas à la combinatoire des nombres de cas favorables. Il y a un calcul des probabilités fondé sur l'expérience, dont on peut faire usage dans les paris à propos de toute chose. Imaginons qu'il s'agisse des chances qu'une femme accouche d'un garçon et que vous vouliez connaître les chances exactes. Vous devez considérer la proportion des garçons sur les filles dans les registres de naissance. Donc, Arbuthnot avait parfaitement compris la loi des grands nombres. Une probabilité est une limite de fréquence expérimentale. Par exemple, la probabilité qu'un enfant soit un garçon. Et justement, cette proportion de garçons dans les naissances, Arbuthnot va en faire, quelques 18 ans plus tard, un usage spectaculaire dans cet article, un argument pour la providence divine. Le but est de démontrer que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas l'effet du hasard, mais celui de la providence divine qui agit pour le bien de l'humanité. Vous voyez comment commence la démonstration. Soit un dé à deux faces, grand M et grand F, pour mâle et femelle. Après quelques considérations générales sur les coefficients du binôme, Arbuthnot explique ce qu'il a derrière la tête. Et il s'appuie sur des données. Ces données, qui figurent dans l'article, sont celles-ci. Les nombres de garçons et de filles nés à Londres entre 1629 et 1710, soit 82 ans. Voici la première partie de la table et voici la seconde. Vous pouvez vérifier ce que dit Arbuthnot est vrai. Le nombre de garçons baptisés est systématiquement supérieur au nombre de filles pour chacune des 82 années. À partir de là, Arbuthnot raisonne comme suit. Si les naissances avaient lieu au hasard et avec la même probabilité, la probabilité que les garçons l'emportent sur les filles pendant 82 années de suite serait de 1,5 puissance 82, ce qui, à l'aide d'une table de logarithmes, dit-il, est facilement trouvé égal à l'inverse de 4836 suivi de 21 zéros. Donc une probabilité infime. From whence it follows that it is art, not chance, that governs. Résumons. J'ai une hypothèse nulle, qui est que les naissances des garçons et des filles sont indépendantes et équiprobables. J'ai une observation, qui est que pendant 82 ans en suivant, il y a eu plus de naissances de garçons que de filles. La probabilité de mon observation sous l'hypothèse nulle est très faible. Donc, je rejette l'hypothèse nulle.
C'est le premier raisonnement statistique de l'histoire. Remarquez que la démonstration statistique ne s'étend pas forcément jusqu'au scholium, qui dit que la polygamie est contraire à la loi de la nature et de la justice, ainsi qu'à la propagation de la race humaine. L'article d'Arbuthnot n'est pas passé inaperçu sur le continent. Il a été publié en 1710, soit 3 ans avant l'Ars Conjectandi de Jacques Bernoulli. Mais Jacques Bernoulli était mort depuis 1705. C'est son neveu Nicolas qui s'était chargé de la publication. Or, ce neveu avait lui-même écrit une thèse sur l'art de conjecturer en 1709, un an avant l'article d'Arbuthnot. Il s'occupait donc de probabilité et correspondait régulièrement sur le sujet avec un certain Monsieur de Montmort, qui s'apprêtait lui aussi à écrire sur les jeux de hasard. Et à propos de l'article d'Arbuthnot, Nicolas Bernoulli écrit ceci à Montmort le 23 janvier 1713. Je vous envoie le catalogue des enfants de chaque sexe nés à Londres depuis 1629 jusqu'à 1710, avec mes démonstrations de ce que je vous ai écrit touchant l'argument par lequel on veut prouver que c'est un miracle, que les nombres des enfants de chaque sexe nés à Londres ne sont pas plus éloignés les uns des autres pendant 82 ans de suite, et que, par le hasard, il serait impossible que pendant un si longtemps, ils fussent toujours renfermés dans des limites aussi petites que celles qu'on a observées dans le catalogue de 82 ans. Oui, mais Bernoulli commet là un contresens. Il n'a pas compris l'argument d'Arbuthnot et croit à une application erronée de la loi des grands nombres de son oncle. D'autres vont se charger de répondre à Bernoulli, en particulier un Hollandais, Gravesande, qui réexplique en 1715 la démonstration d'Arbuthnot. Gravesande écrit une démonstration mathématique du soin que Dieu prend de diriger ce qui se passe dans ce monde, tiré du nombre des garçons et des filles qui naissent journellement. Le nombre des enfants qui naissent en est un exemple. Peu de gens font réflexion à ce qu'il nous offre de remarquable, et qui consiste en ce qu'il naît à peu près autant de garçons que de filles, mais de façon cependant que le nombre de ceux-là surpasse toujours un peu le nombre de celles-ci. Ce seul fait, examiné avec attention, prouve démonstrativement que la naissance des enfants est dirigée par un être intelligent, de qui elle dépend. Dans sa 3e édition de la Doctrine of Chances, Abraham de Moivre clôt le débat. Monsieur Nicolas Bernoulli est un homme très savant, mais il n'a pas connecté la dernière partie de notre raisonnement avec la première, ce qui l'a amené à rejeter et même dénigrer cet argument sur les causes finales qui avait été mis en avant par nos meilleurs écrivains, particulièrement dans le cas des nombres presque égaux de naissances mâles et femelles, présentés par cet excellent homme, le regretté docteur Arbuthnot. Des savants qui vont rejeter les arguments statistiques du type de celui d'Arbuthnot, et il y en aura encore longtemps. De Moivre leur répond par avance. Et il y a des auteurs d'une classe vraiment très différente de celle de Jacques Bernoulli, qui sous-entendent que la doctrine des probabilités n'a aucune place dans une quelconque recherche sérieuse, et que des études de ce type, pour triviales et faciles qu'elles soient, disqualifient un homme pour se prononcer sur un autre sujet. Que le lecteur choisisse. Les premiers tests statistiques que Laplace déduira du théorème de la limite centrale 3/4 de siècle après Arbuthnot portent exactement sur le même problème, la proportion des sexes à la naissance. Voici ce qu'on lit dans l'essai philosophique sur les probabilités.
Si on applique ce théorème au rapport des naissances des garçons à celles des filles, observé dans diverses parties de l'Europe, on trouve que ce rapport, partout à peu près égal à celui de 22 à 21, indique, avec une extrême probabilité, une plus grande facilité dans les naissances des garçons. D'ailleurs, Laplace, pour les applications statistiques de la probabilité, choisira toujours la même, la proportion des sexes. Vous savez quoi? Providence divine ou pas, on n'a toujours pas d'explication convaincante au fait qu'il naisse plus de garçons que de filles. Même Darwin a dit que c'était un problème trop compliqué et qu'il valait mieux le laisser pour le futur. Ben, je suis sûr qu'en fouillant bien dans les publications de Scribblers, on aurait peut-être la réponse, non? Vous ne croyez pas?